Ils avaient des très très bonnes idées, ils faisaient des propositions. Nous parlons notamment d'Adolphe Mouzito, le président national du parti Le Nom va venir. Et ça arrive que la mémoire se rebelle. Nouvel élan. Il avait promis de rendre ingouvernable le pays en défaveur de Tshisekedi. Mais est-ce qu'il a donc réussi à le faire? Vous pouvez vous-même le conclure. Mais il est maintenant au gouvernement. Il avait parlé des milliards s'il était aux affaires. Maintenant, c'est lui le vice-premier ministre en charge du budget. Et quel changement doit-on attendre de ce gouvernement qu'on appelle Soumina 2? Et l'autre choix, c'est M. Anzoulouni. Il est à l'intégration régionale. Mouvement, on peut parler des mouvements qui ont secoué ce pays à un moment donné, dans le cadre de la société civile, avec les interventions extérieures. M. Soros et tant d'autres, ils avaient emboîté les pas aux jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a M. Nguefa, celui qui était à la base de l'initiation qui a fait l'élan. Il s'agit de Lazado. Il a de l'expérience dans les instances internationales. Il est à la tête du ministère de la Justice. Alors, des choix très, très intéressants qui appellent justement ou qui nous obligent à nous questionner. Est-ce que ce gouvernement va nous apporter des solutions aux problèmes qui se posent? Parce qu'il y a plusieurs défis. L'autre sujet d'actualité, c'est donc la correspondance des congressmen ou congressistes. Ils sont au nombre de 52 au niveau des États-Unis. Ils demandent plus de transparence à Trump, le président américain, et au secrétaire d'État Rubio, Marco, concernant le deal minier RDC, États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'ils sauront faire fléchir la Maison-Blanche ou Trump dans leur démarche pour peut-être contourner le deal? Sont-ils dans la suite du lobbying de Kagame et de Joseph Kabila? Nous nous interrogeons, nous ne faisons aucune conclusion. La justice, l'affaire Moutamba, connaît déjà le dénouement d'ici le 27. La Cour de cassation pourra rendre le verdict à travers la Chambre qui a instruit cette affaire. Mais le réquisitoire est connu de tous. 10 ans des travaux forcés pour les droitiers ou droitistes ou juristes. 10 ans des travaux forcés, ça s'appelle la prison. Je pose la question, je n'ai rien conclu. Et puis le juge, lui, nous dira un peu plus. 10 ans d'inéligibilité, je crois que j'ai bien prononcé le mot. Et puis après, on en saura un peu plus. Le procès Kabila, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Autour de la table, pour en parler, avec d'autres sujets connexes, Richard Mpinda, UDPS. Merci de nous recevoir pour cette occasion sur les antennes de cette merveilleuse chaîne dans la cour des Aigles. Et donc, je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs, d'une part, et aussi vêtus en visage de Tshisekedi, pour dire que les postes sont venus, notre temps n'est pas encore arrivé, arrivera certainement, mais nous continuons à défendre la cause qui est juste, une cause qui est nationale, c'est-à-dire cette cause républicaine. Et voilà, à la 10e, 11e rue, il y en a qui murmurent, surtout les enfants ou la progéniture de ceux qui ont mouillé le maillot ou ceux qui sont encore vivants, quand ils voient grâce Coutinho aux affaires, surtout dans un ministère clé. Est-ce que ça ne vous a pas froissé à un moment donné? Non, non. Soyons honnêtes. Non, non, je vais être le plus honnête possible. Coutinho Fernando a donné sa vie pour la cause de la République. Aujourd'hui, il est inapte.
il faut voir comment il est, c'est des larmes aux yeux que nous avons. Et s'il est récompensé à travers sa fille, eh bien, coup de chapeau. Moi, je pense que nous devons arrêter d'avoir des débats subjectifs. Nous devons avoir l'objectivité. Je vous prends à titre illustratif. Excusez-moi, 30 secondes. Non, 30 secondes à titre illustratif. Voilà. À titre illustratif. Aujourd'hui, tout Congolais est bénéficiaire de la gratuité de l'enseignement. Je n'ai pas été ministre, mais mes enfants vont en profiter. Vous allez en parler. C'est l'intérêt général. Vous allez en parler. Lorsque Coutinho fera les nécessaires pour permettre à ce que les choses aillent mieux, ben, écoutez, coup de chapeau. Michel Kitoko, patriote, et surtout analyste politique sans couleur. Parfois, il tire sur tout ce qui bouge. Michel, bienvenue. Merci. Le gouvernement a été publié avant votre passage ici. Un sentiment de satisfaction, le choix opéré, à part pratiquement les chefs coutumiers qui reviennent, mais permutés ou qui sont restés dans leur portefeuille ministériel. Au fait, moi, je ne réfléchis pas le gouvernement en termes de esprit de personnalité de tout un chacun. Je réfléchis le gouvernement comme une structure qui doit pouvoir sur lui reposer la grandeur et puis le poids même de la République pour lequel l'ensemble des Congolais sont toujours derrière et en train de poser des questions gauche-droite. Que devons-nous faire sur cet angle, sur ceci ou sur cela? Ce n'est pas en termes d'un individu ou quelques individualités gauche-droite, mais c'est en termes de mouvement que nous voulons pour que la République démocratique du Congo soit à la hauteur des enjeux et aller vers de l'avant. Voilà, beaucoup d'objectivité. Faustin Tshimanga, vous êtes cadre au parti de Matata Pognon, LGD, leadership pour la bonne gouvernance et la démocratie, c'est ça? Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à ceux qui nous suivent en ce moment. Vous l'avez dit, je suis membre et communicant du LGD, leadership et gouvernance pour le développement, parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Pognon, qui est en vie. Il nous a rassurés, il a appelé les camarades secrétaires. Il est dans quel pays? Pour lui dire qu'il puisse dire aux Congolais qui ont cherché Matata avec nous qu'il est en vie. Il est dans quel pays et comment est-il sorti du pays? Si vous a expliqué, comme on dit à l'interne, comment est-il sorti du pays? Une grande personnalité qui avait promis de faire face à la justice. Comment est-il sorti du pays? Où est-ce qu'il est pour le moment? Bon, je ne sais pas pourquoi vous affirmez qu'il serait sorti du pays. Je ne sais pas s'il est sorti du pays ou pas. Il nous a appelé avec un numéro masqué pour nous rassurer qu'il va bien, il est en bonne santé. Alors, je ne peux pas aujourd'hui vous dire... Le numéro masqué, ça doit être un numéro du Congo. Vous comprenez que c'est pour sa sécurité. Nous ne savons pas. Aucun membre de son parti politique aujourd'hui peut vous affirmer qu'il sait exactement dans quel pays le président Mapon s'y trouve. Donc, il faut peut-être attendre qu'il puisse estimer que sa sécurité est assurée, voilà, pour qu'il puisse nous dire dans quel pays il a choisi d'aller en exil parce que le pouvoir l'a poussé à l'exil. Il est donc à l'exil. C'est comme ça que je rassure les Congolais qui nous suivent que Matata Pognon va bien, il va continuer sa lutte pour l'avènement d'un véritable état de droit. Très bien. Je crois que ça rassure beaucoup de Congolais parce que le parti s'était plaint pour dire qu'il faut que le gouvernement puisse justifier l'absence de Matata Pognon. Même sa famille le recherchait. Heureusement qu'il est en vie et en bonne santé, mais en exil, mais un exil sans nom qu'on ne peut pas localiser parce que le numéro était masqué. ça arrive lorsqu'on est opposant, ça arrive, voilà. Blaise, vous n'êtes plus à plaisanter. Oui. Vous êtes à la tête de Africa TV Network, analyste objectif, même par moment, même si par moment le sang, il y a Mboka, Makila Mboka et Zoningana. Hein? Voilà. Bienvenue, on commence avec vous. Merci. Mouzito est au gouvernement. Peut-être qu'on va vivre les miracles. Le premier conseil des ministres a eu lieu aujourd'hui. Je crois que c'était la prise de contact avec les nouveaux venus, ceux permittés et ceux qui sont restés dans leur poste. Alors, les miracles possibles sur le plan de la justice, avec
le monsieur de la ZADO, qui est parti longtemps du pays, qui est repêché, et puis le monsieur de Filimbi, mouvement citoyen, à l'intégration régionale, et puis nous avons Mouzito, le grand Mouzito, qui revient cette fois-ci au budget. Alors, Fachi, sauvé de justesse? Vous savez, déjà... Ou les Congolais sauvés de justesse? Avant de répondre à cette question, je voudrais que nous fassions la part des choses. Hein. Il faut appeler les chats par son nom et les chats ainsi de suite. Ah, donc, vous avez dit un exil qui ne dit pas son nom, il faut dire les choses clairement. Non, nous sommes déjà, nous sommes déjà au sujet. S'il vous plaît. Nous sommes au sujet. Là, c'est une digression. L'opinion est là. Cette émission est pédagogique. N'extirpez pas cette émission son caractère pédagogique. Non, c'est une digression. Alors, ça ne fait pas l'opinion partie. retiendra que ce n'est pas une émission pédagogique. C'est-à-dire qu'on peut aller dans tous les sens, sans que l'on vous aide à comprendre qu'un fugitif reste un fugitif. Il y a une décision qui a été rendue par la Cour de cassation, il a été condamné, il a disparu. On nous a rendu responsables pour prétendre que le pouvoir en place le mettait en danger. Mais il y a de quoi que nous puissions revenir sur cette question-là pour dire que M. Matata Mponyo, c'est un fugitif. Et c'est très dangereux de prétendre qu'il vous a parlé sans apporter cette information-là à la justice. Et revenons au sujet. Oui. Vous ne voulez pas que je le veux bien, mais nous allons... L'opinion retiendra que je ne peux pas m'attarder là-dessus. Oui. Mais je voudrais revenir sur cette question. D'abord, il faut voir le décor dans lequel nous sommes. J'ai dit, je le dis partout où je suis passé, que le président Tshisekedi se retrouvait en difficulté de nous donner, parce que certains disent les chefs coutumiers sont revenus, parce que les chefs coutumiers devaient être, comment dire, remplacés par Mpinda par exemple, par Kabasele, ainsi de suite, tout ça. Mais cela n'est pas arrivé tout simplement parce que Martin Fayulu nous a mis en difficulté. Ça veut dire qu'au départ, parce que organiser, préparer cette émission demande à ce que vous puissiez entrer en contact avec nous. On n'improvise pas. C'est-à-dire que le président Tshisekedi, pour rencontrer Martin Fayulu, il y a des préalables. C'est-à-dire on prépare la rencontre, on s'est dit ce de quoi nous allons parler à cette réunion-là, et qu'est-ce que nous poursuivons. C'est-à-dire que la composition du gouvernement avait été déjà réfléchie, et on ne devait que passer à cette rencontre-là, et par de suite annoncer l'avènement du gouvernement. L'opinion vous dira que au sortir de la rencontre, Martin Fayulu a dit « Je suis venu parce que le Congo avait un problème et j'ai voulu me joindre au président Tshisekedi pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution. » Et il a fait une demande subsidiaire. La demande subsidiaire ou accessoire, si vous voulez bien, était que si le président de la République, il a demandé au président de la République de recevoir. Et donc, pourquoi je reviens à ça? Tout simplement pour dire qu'on ne pouvait pas conditionner la présence de Martin Fayulu au gouvernement par le dialogue. Et donc, l'opinion retiendra que le gouvernement tel qu'il avait été présenté, tel qu'il avait été préparé, ne pouvait plus être possible. Pourquoi? Parce que Tshisekedi aurait en face de lui deux fronts, c'est-à-dire d'une part l'opposition et l'union sacrée. Et c'est-à-dire qu'il aurait fragilisé même ses perspectives à venir. Voilà pourquoi il s'est rabattu en se contredisant, en disant « je veux un gouvernement resserré ». Cela ne pouvait plus être possible parce qu'il doit garder les fractions au sein de l'union sacrée, satisfaire certains membres que nous appelons chefs coutumiers et consorts. Donc je crois que le président Tshisekedi est excusable et les perspectives à venir vont nous en dire davantage. Et je continue. Oui. Maintenant, le gouvernement est là. Nous faisons avec ce gouvernement. Nous faisons avec ce gouvernement parce que déjà nous partons du principe que le gouvernement ne va pas s'écarter des 6 axes qui ont fait l'objet de la campagne électorale. Ça sera dans la continuité. Et dans la continuité, chacun devra donner les meilleurs de lui-même pour qu'on arrive à avoir les 6 millions d'emplois qui ont été promises, pour que l'on puisse avoir la sécurité. Parce que déjà ici, vous allez vous rendre compte que le président de la République, pour la question de la sécurité à l'est de la République, s'est déployé énormément et que l'on a gardé les mêmes acteurs, c'est-à-dire la dame Kwamba, et revient encore pour continuer parce que nous avons été à Washington. Sur le plan diplomatique, mais on a gardé Guy Kabombo à la défense. Tout à fait, ça va de soi. Alors que vous-même, vous savez que sur ce plan, il y a suffisamment de soucis. Non, je crois que alors, comment on peut garder une très mauvaise lecture. Je crois que vous faites une très mauvaise lecture. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous faites une interrogation désorientée. Pourquoi? Parce que Mwadian Vita
a démontré à suffisance qu'il devait être reconduit. Voyez par exemple aujourd'hui l'équipement qu'on offre au FARDC, ce n'était plus comme on le voyait avec ce qu'avait fait Franck Toumba, c'est-à-dire qu'il pouvait décaisser de l'argent et acheter des armes qui ne correspondaient pas, où la technologie n'était pas encore appropriée aux militaires congolais. Aujourd'hui par exemple, c'est une fierté de savoir que les FARDC, pour se déplacer, ils n'ont pas besoin de mobiliser un avion, comment dire, d'une société privée. Mais M. Kabombo n'a pas acheté les avions de nos forces armées. C'est la République. C'est la République. Exactement. Alors, mais l'initiative est venue de qui? Vous pensez qu'il n'y avait pas un plan avant Kabombo? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyons corrects avec nous-mêmes. Vous avez demandé d'être honnête et correct avec nous-mêmes. Nous le sommes. Pourquoi on ne l'a-t-on pas fait avant? Pourquoi on le fait seulement maintenant? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris l'initiative. Je ne peux pas vous livrer certains secrets d'État. Du moins, je peux vous informer en disant que les camps militaires sont en train d'être réhabilités. On est en train de permettre à ce que l'autonomie de l'armée soit réelle. La loi de programmation, comment est-ce qu'on peut arriver à la matérialiser? Ce n'est que maintenant qu'on le fait. Donc, pour permettre à ce que le FARDC soit à la hauteur de ce que nous en voulons, c'est-à-dire une armée républicaine. Richard Mpinda, dans une première intervention, justement, pour équilibrer, Michel, je vais revenir à vous deux centristes. Je prends le parti LGD, Faustin Chimanga. Ce gouvernement, quelle est votre analyse personnelle ou au sein du parti, avec l'entrée des grosses pointures, comme l'homme qui a été à la base de Filimbi, en Zuluni, comme M. Nguefa et comme Adolphe Mouzito, pour ne citer que les trois là, et avec l'arrivée, la permutation de Kabamba Watoum aux mines, ça coïncide avec le retrait des carrés miniers de plusieurs personnalités politiques africaines et mondiales, même congolaises, 640 permis d'exploitation. Un record quand même. Votre commentaire au niveau du parti? Bon, je ne sais pas pourquoi vous appelez les personnes qui ont rejoint les gouvernements des grosses pointures ou des gros calibres. Parce que nous savons que dans l'histoire récente de notre pays, ces acteurs-là n'ont pas produit des résultats que nous pouvons considérer grands. Vous n'allez pas dire les acteurs comme les novices Grace Coutinho, qui n'a jamais assumé les fonctions de l'État, les fonctions régaliennes. Je ne vois pas pourquoi vous l'avez considéré, c'est de grosses pointures. Je parle de trois là, je n'ai pas parlé des Grace Coutinho. On parle, donc vous admettez avec moi que ce n'est pas une grosse pointure. Je parle de trois, les grosses pointures, je les ai citées. Voilà. Mais mettez dans la bouche que je n'ai pas dit. Vous considérez que Grace Coutinho n'est pas une grosse pointure, et là quand même rejoint le gouvernement qui est infesté de virus. Vous savez, un ordinateur, pour qu'il puisse produire des résultats, il faut que cet ordinateur puisse avoir un système d'exploitation qui est viable. L'union dite sacrée, dans sa grande majorité, c'est un système d'exploitation infesté de virus. Vous pouvez mettre les logiciels les plus performants dans cet ordinateur-là, vous n'allez pas produire les résultats. Vous avez parlé des acteurs qui sont désormais considérés comme, ironiquement, comme chefs coutumiers. C'est justement parce qu'ils sont dans le gouvernement depuis plusieurs années, mais qui ne produisent pas des résultats. Vous avez des ministres qui ont fait 7 ans. Plusieurs gouvernements reviennent, ils sont toujours dans la gouvernance activement. Il y a les ministres qui ont quitté la défense pour aller au transport, mais ils n'ont pas changé grand-chose. Ils n'ont pas relevé Transco, ils n'ont pas relevé Congo Airways. On a créé une nouvelle entreprise où les avions qui étaient en leasing sont déjà rentrés pour défaut de paiement. Donc vous comprenez qu'on est là face à une situation où les acteurs qui sont venus, c'est comme les personnes qui sont venues juste pour rajouter de la peinture sur un mur fissuré. Donc le mur de gouvernance est fissuré. On a tenté de régler le problème avec de la peinture. Imaginons, les murs est fissuré, on met de la peinture pour penser que les murs vont être solidifiés. Je n'entends rien à ces gouvernements, tout comme aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous attendons que 2028. Parce qu'il ne peut pas produire des résultats avec les mêmes acteurs. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Au-delà de la propagande, c'est vrai que ceux qui sont les Congolais qui sont sur ces plateaux et qui ont choisi l'union dite sacrée comme étant leur famille politique, c'est leur droit.
auront compris que 2 ans du deuxième quinquennat sont passés, il en reste 3. Je ne pense pas que dans les 3 années à venir, il y aura grand-chose à espérer avec ces gouvernements. Donc, pour ceux qui sont beaucoup plus avertis, ils préparent déjà les élections de 2028 parce qu'ils ont considéré, c'est comme un match qui est plié. Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de perdre 7-0. Vous imaginez qu'après 3 minutes de temps additionnel, il pourra obtenir, encore une fois, revenir à 7 buts. Je ne pense pas. Il est mené 7-0 par la gouvernance, par la qualité de gouvernance. Donc, on peut mettre les meilleurs joueurs du monde. C'est comme vous amenez Messi, vous le mettez dans une équipe congolaise où il n'y a même pas de championnat. Vous imaginez qu'il va produire grand-chose? Il ne va pas produire grand-chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas espérer grand-chose avec ces gouvernements, parce qu'il a choisi des acteurs inexpérimentés comme Grace Coutinho, qui n'a pas d'expérience dans la gestion de la chose publique, sauf une église qu'il a gérée pendant quelques mois. Donc, vous comprenez qu'il faudrait considérer qu'il faut prendre ces pays au sérieux. Je ne dis pas que les choix qu'il a fait, il n'a pas une logique derrière. Il aurait une logique derrière. Le retrait de Karim Minier, on parlait de Kabamba Watoum, qui y est maintenant aux commandes des mines. Avec cet événement, on n'en parle pas, sauf quand peut-être les choses ne bougent pas. Vous dites qu'il a déjà encaissé 7 buts. Et lui n'en a marqué que 0. Voilà, 0 but. Alors, le retrait de ces carrés miniers, un événement quand même au pays. Mais vous savez, les effets d'annonce, c'est très beau quand on est sur les médias ou quand on met en place les systèmes de communication. Mais malheureusement, les effets d'annonce ne produisent pas toujours. On annonce que la RDC va, d'ici quelques années, atteindre autant de milliards en termes de budget. Mais les actions qui sont menées aujourd'hui ne nous mettent pas dans une posture où on est optimiste face à cette ambition-là. Qu'est-ce que vous reprochez à cet acte, à cette action de retrait des carrés miniers? Non, mais écoutez, 640 mais écoutez, nous, on observe la gouvernance en général. On a retiré beaucoup de choses, pas seulement le carré minier. On a détruit les maisons de certains acteurs au niveau de Kinshasa pour solutionner les problèmes d'embouteillage notamment. C'est aussi une action qu'ils ont menée. Mais est-ce que cette action est bonne? Ils peuvent prendre les carrés miniers de plusieurs Congolais s'ils veulent, mais si la gouvernance ne suit pas, les résultats ne pourront pas suivre non plus. Parce que déjà, ils sont en train de perdre 7-0. Il reste 3 minutes. Vous imaginez? Donc, ils ne pourront pas gagner ces matchs, sauf un miracle. Mais je ne pense pas que les miracles pourraient venir des unions dites sacrées. Très bien. Faustin Chimanga, je crois que M. Mpinda a pris note pour pouvoir peut-être réagir au moment opportun. Michel Kitoko. Oui. Le gouvernement ici, avec l'arrivée des personnalités citées, je ne parle pas des Grace Coutinho, Richard Mpinda nous a édifié en disant le combat mené par Mwanamboka Coutinho Fernando dans le cadre de son mouvement Sauvons le Congo. Lui, il avait déjà compris qu'il y avait un gouverneur général à Kinshasa qui dirigeait le pays et le patron, c'était Poro. Pour ce Kambayi, le mentaliste dit Poro, pas Poro Mayele. Alors, dites-nous, sans justement frustrer grâce Coutinho, ceux qui sont venus là, les gros poissons. Yosapé, Congolais à diaspora, vous connaissez M. Ngefa, vous connaissez certaines personnalités. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Bon, au fait, moi je peux simplement dire ici sur le plateau de la télévision que l'espoir ne doit pas provenir parce qu'on a nommé telle personne à tel poste de responsabilité. Ce n'est pas comme ça que naît l'espoir. L'espoir est une affaire commune qui mérite quand même que l'ensemble des Congolais comprennent d'abord que sommes-nous devenus, quelles sont les réalités pour lesquelles les acteurs politiques doivent pouvoir mener pour mener le Congo vers de l'avant et faire marcher la République démocratique du Congo. C'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement que la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, vous allez peut-être me contredire tout à l'heure, mais je ne sens pas la puissance publique d'un État. La vraie version, c'est ça. Moi, je milite toujours pour que
nous ayons à mettre les éléments qui permettent à ce que la République doit pouvoir exister. Par quoi? Non pas par son territoire, ce n'est pas par la population, mais par la puissance publique. Ça, c'est un manque à gagner pour notre pays. Donc, quand nous avons... En tant que politologue, parce que vous l'êtes depuis le centre Condoleezza en France, dites-nous, puissance publique, ça signifie quoi? Puissance publique signifie simplement les gens qui dirigent le pays de haut jusqu'au recoin et tous les recoins de la République. Je vous donne un exemple simple. Ici, nous avons un pays pour lequel il n'y a personne qui peut disposer d'une pièce d'identité. Personne. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans un pays comme le nôtre, des centaines de millions de Congolais, personne n'est identifié. Personne ne dispose d'une pièce d'identité. Vous trouvez ça normal? Et ce qui doit pouvoir produire ça, c'est la puissance publique. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément pour lequel j'aimerais toujours qu'on s'entretienne sur ce genre de questions. La correspondance postale, pour lesquelles l'État doit pouvoir envoyer un courrier à un individu à telle ou telle adresse, inconnue. Inconnue. Ça, ce sont des paramètres sérieux qui démontrent l'impuissance de la puissance publique de notre pays. Or, quand vous êtes dans la responsabilité... Alors qu'ailleurs, la Poste, c'est même une banque. Ben oui, mais bien entendu, c'est même une banque. En dehors de banque, le fait qu'on vous envoie un courrier qui doit pouvoir vous parvenir, vous savez que c'est l'État qui m'envoie ça en reconnaissance de ce que vous êtes en tant que citoyen, et en même temps, vous êtes contribuable pour les frais dont l'État en aura besoin. Vous comprenez? Ça, c'est un élément que beaucoup de Congolais doivent pouvoir comprendre sur la gestion de la puissance publique. Un troisième élément, il y a beaucoup d'éléments que je peux citer ici, pour lesquels nous n'avons pas encore intériorisé dans la grandeur de notre République l'espace puissance publique qui doit pouvoir gérer les choses correctement. De haut sommet de la République, qui est le président de la République, jusqu'au dernier qui est peut-être bourgmestre d'un territoire un peu reculé. Donc c'est ce gouvernement d'ouverture, c'est un gouvernement qui prend en compte les forces politiques et sociales, mais pas prêt à résoudre les problèmes des Congolais. Mais c'est ça le problème. Parce que vous le dites bien. Je suis en train de vous résumer et puis relancer. C'est un gouvernement qui a la capacité de prendre les échantillonnages de toute personnalité dont il en aura besoin, mais pour résoudre quoi? Pour faire les choses à leur manière, non pas pour résoudre ce problème congolais dont je t'ai dit, le paramètre mérite quand même que la puissance publique qui gère l'État, c'est-à-dire que gère la population, leur état de circulation, leur pièce d'identité, leur ceci ou cela, pour que la République démarre et existe comme telle. Ça, c'est un élément important. La logique est ici. Vous savez d'où nous venons quand même. 18 ans sous le règne du barbu, et puis vous voyez d'où nous venons. Regardez la ville. C'est vraiment une chirurgie urbanistique, je ne dirais pas totale. Regardez, tout est chantier. Regardez comment le pays a été géré en 18 ans. Mais non, est-ce qu'il n'y a pas de choses qui marchent sous Tshisekedi? C'est ça que j'ai dit. Oui. Le seul chantier pour lequel on peut s'y étaler, c'est de voir qu'un jour, un citoyen libre, qui n'a rien à voir avec les penchants politiques de telle ou telle tendance, on lui demande d'aller à sa commune pour obtenir sa pièce d'identité, même payant avec lui et ses enfants. Nous sommes dans un pays où on enterre des gens juste une identité qui est déclarée par un membre de sa famille. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Donc, moi, ce sont, je te dis, des éléments pour lesquels la puissance publique doit s'y étaler. Pour comprendre que chaque citoyen, là où il est tel qu'il est, pour se comprendre quand même que non, les indices qui permettent à ce que l'État, la puissance publique existe. Ça, ce sont des éléments importants. Alors, moi, sur ce chapitre-là, je me dis, ce n'est pas la personnalité qu'on a nommée à tel ou tel secteur. Mouzito, Anzoulouni, mais non, c'est pas ça le problème, non. Rien. Mouzito va contribuer à un programme commun. Un programme commun. Un programme commun, c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons la première ministre qui est là, qui mène bien ses actions, je l'espère et je pense. Et puis en même temps, il y a un programme de société
dont elle est responsable directement, ce n'est pas le président de la République. Vous comprenez? Selon les articles de notre Constitution de la République démocratique du Congo, ce n'est pas au président de décliner ses projections sur la République. C'est au Premier ministre qui est responsable devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale de notre pays. Donc c'est un peu ça. Donc sur ce secteur-là, je pense qu'il y a des regards que nous devons observer aux côtés du gouvernement de notre pays pour essayer de déceler les éléments qui permettent à ce que nous puissions comprendre et composer des choses pour que le pays puisse aller vers de l'avant. Blaise, vous également, un pays a plutôt un gouvernement de pratiquement 6 mois, et puis après, on leur dit, il ne faut pas nommer les membres de cabinet, et puis après, moi, Bendana, et puis voilà, on a essayé un peu stratégiquement de gagner du temps et de ne pas amener ceux qui sont allés à Doha, par exemple, à espérer être un jour participants à ce partage du gâteau national made in archevêque en Bongo. Ok, parlant des gens de Doha, ce n'est pas maintenant qu'ils entreront dans le gouvernement. Il y a beaucoup de process à faire devant nous. Il faut d'abord qu'ils signent qu'ils sont prendre des certitudes de la RDC, qui est la paix à l'interne. Là, on peut ramener d'entrée des gens de M23 FC pour participer à l'action publique. On doit tout d'abord restaurer l'autorité de l'État, ce qui est primordial, avant de penser mettre les gens dans le gouvernement. Mais pour l'actuel gouvernement, moi je pense très bien que le fait que le président Félix Tshisekedi il est retouché comme il a fait, c'est dans le but, n'est-ce pas, d'améliorer les sociales des Congolais. Parce que tout gouvernement a le mandat, hein, l'obligation, le devoir, n'est-ce pas, d'appliquer des politiques pour alléger un temps soit peu, n'est-ce pas, la misère ou la vie de son peuple. Maintenant, pour celui-ci, beaucoup de gens sont pessimistes et les hommes du gouvernement sont au courant. Donc je pense qu'ils seront obligés d'avoir une obligation de résultat dans un très bref délai. Ce sont des gens qui ne vont pas, selon mon sens à moi, trop tergiverser parce qu'ils savent qu'ils sont mal aimés. Vous voyez comment est-ce que les gens réagissent, hein, de manière publique. Aussi un problème très clé, les gens ne se rendent pas compte. Vous voyez depuis le gouvernement Sama Lokonde, soumis à 1, les pourcentages de la participation féminine est en train d'augmenter. Nous allons aux allures d'un pays anglophone. Or, d'autres cultures ne sont bantoues généralement. Le Congolais d'emblée, c'est l'homme qui commande. Mais nous risquons de tomber à un déséquilibre social sans précédent. Je vous dis vrai. Le président est le champion de la masculinité, oui, nous sommes à 30%, positive. Nous sommes à 30%. Les femmes dans des postes clés, on a une femme Premier ministre, on a des femmes dans des portefeuilles clés. Mais on ne les sent pas. Alors, c'est une présence. C'est une présence pot de fleurs ou une présence leadership responsable et efficace. La présence de ces femmes au gouvernement, de plus en plus, on voit les hydrocarbures sont confiés à une femme qui vient des affaires foncières, Akasia Bandouboula, qui était avant dans un autre ministère de l'économie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait réellement pour être dans des ministères clés comme ça, l'économie nationale, affaires foncières, et aujourd'hui, hydrocarbures, où elle a du mal à laisser des empreintes. Alors, par quelle magie cette masculinité positive est en train de nous produire quand même des gens comme ça, mais au résultat, pour la plupart, sont des bureaucrates. Il faut qu'on le dise, le peuple a besoin des résultats. Et d'ici là, Tshisekedi va rendre compte au peuple. Il ne faut pas qu'on se voie la face quand même. Malheureusement, ça va secteur par secteur. Nous tous ici avons applaudi pour Madame la ministre d'État Kakoma Wagner, pour, n'est-ce pas, son qualité de raisonnement. Une exception. C'est une femme. Une exception. Elle n'est pas différente de Bazaïba, Eve Bazaïba, de la jeune ministre qui vient d'être nommée ici, la fille de Coutinho, à qui j'encourage d'ailleurs, parce qu'il faut donner la chance aux jeunes aussi, hein, l'employabilité des jeunes gens. Il faut le laisser, c'est le ministère de la jeunesse. Mais on ne vient pas chercher de l'emploi au gouvernement. On ne vient pas chercher de l'emploi au gouvernement. Elle n'est pas partie chercher de l'emploi, mais le fait qu'elle soit là seulement, elle pourra être à mesure de relever le défi. Mais ce qui est important est que le casting est fait en fonction des qualités personnelles des personnes, compte tenu du CV présenté au chef de l'État, qui est lui qui a le dernier mot. Alors, l'action globale du gouvernement, n'est-ce pas, sera constatée à la fin du mandat. C'est le président qui va avec son bilan, de toutes les façons.
Mais ce que moi je souhaiterais, est que les choses puissent aller de sorte, n'est-ce pas, à satisfaire le peuple congolais. Penser le peuple congolais d'abord, sortir des querelles politiciennes et c'est quoi le terme encore? De l'égoïsme, voilà. L'égoïsme, l'égocentrisme, l'effet de tout avoir, hein, lui-même. Que moi je me retrouve, que j'ai place. C'est moi ou rien. Vous voyez, voilà. Même incompétent. Maintenant, on a des gens qui sont en train d'aller, qui sont au gouvernement, qui ne connaissent ni les contours, ni les méandres de leur secteur. Là, maintenant, on fait du surplace. Les carrés miniers, vous avez la liste. Je vous ai suivi en parler dans un live sur la toile. Alors, ces carrés miniers, c'est une surprise pour vous, le retrait, cette décision. Parce que dans la Grèce du Bois, on retrouve les grands du monde. Ah ouais. On a même cité Obasanjo, Olusegun, mais comment, au lieu d'aller faire ses champs dans sa ferme au Nigeria, lui, il est entre deux avions, on parle carré minier, mais qui lui a attribué? Non, Paul Kagame et les gouverneurs généraux qui étaient ici, hein, Joseph Kabila, avaient statut des récompenses en pot de vin de carré minier. C'est ainsi que tous ces présidents-là qui ont été facilitateurs en RDC, commençant par Thabo Mbeki, comment tous les présidents-là qui sont venus en RDC comme facilitateurs sont sortis riches de carré minier. Cela ne fait pas exception de Obasanjo. Il s'est enrichi, mais il a fait les choses dans la faveur du Rwanda avec la plus grande complaisance possible. Le problème qui était, c'est que la gouvernance en Afrique centrale dépendait du bloc anglo-saxon, n'est-ce pas? Kagame et Museveni, qui étaient rassurés par les États-Unis et l'Angleterre. Maintenant, les choses sont en train d'évoluer. À l'époque, c'était normal que Paul Kagame suggère à Kabila de leur donner quelque chose en contrepartie pour se taire. Donc, on achetait le silence des négociateurs qui étaient supposés rester... Des médiateurs, je veux dire, supposés rester neutres et rappeler aux uns aux autres leurs engagements. Vous voyez? Ils venaient déjà, comment ils prenaient parti en recevant les carrés miniers. En passant, est-ce que les 52 congressistes, ici chez nous on les appelle députés nationaux américains, peuvent-ils faire fléchir Trump et son administration concernant l'accord de minerais critiques? Non, il faut faire la part des choses. La politique étrangère du président américain est globale. Il n'est pas particulier sur la question congolaise. Alors, dans la lettre de Madame Sanchez, elle s'appelle Linda Sanchez, on a retrouvé les éléments de langage du président rwandais, Paul Kagame. C'est ainsi qu'ils sont partis dans un caucus qui est dirigé par quelqu'un d'autre. Un gars qui s'appelle, je pense bien, j'ai son nom quelque part là, il s'appelle Brian Mast, qui est chargé de la commission des affaires étrangères au Sénat. C'est celui-là à qui adresser ce genre de questions. Comme il n'est pas l'émanation de la lettre, on a seulement compris les choses. Ils ont clarifié les choses clairement pour comprendre que ça fait partie du lobby de certaines personnes qui bénéficiaient des recherches du Congo sans transparence. Tout simplement. C'est une lettre qui a une valeur carrément éthique. Ce n'est pas contraignante. Lorsqu'on dit retrait des permis d'exploitation, il faut dire aussi que le clan Clinton est concerné. Voilà. Merci mon frère. On dit ce sont les démocrates. Et d'ailleurs, voilà pourquoi la congressiste qui est démocrate ne font que, constater qu'on a récupéré le beefsteak qu'ils avaient dans la bouche, et voilà la réaction. Vous conviendrez avec moi aussi, Ruto est cité, vous conviendrez la position, les différentes prises de position de Ruto, et d'ailleurs, là, ça fait un débat, nous en avons discuté ici, avec la position qu'avait pris Thabo Mbeki sur cette question. Et donc, derrière ça, je voudrais que l'opinion tire son attention sur comment la mafia a été organisée en République démocratique du Congo, comment l'on met le Congo en difficulté. Là, je le réponds en disant la carte d'identité ne peut pas arriver dans ces conditions de tohu-wabohu, parce que la difficulté, c'est que qui est Congolais, qui ne l'est pas. Même sur cette table ici, nous nous interrogeons sur cette question, c'est compliqué. Il faut combien d'années ne me posez pas ce genre de identifier les Congolais. Ne me posez pas ce genre de questions, parce que je ne saurais pas y répondre, je ne suis pas expert, mais je constate tout simplement que nous sommes un tableau sombre et peint ici. On ne peut pas parler, je vous ai... en dehors du plateau, soulever une question qui a un monsieur dont je crains d'appeler compatriote qui m'a dit que tu ne deviendrais ministre dans ces pays seulement si tu faisais des salmalek au Rwanda. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand je le dis, j'ai été avec lui au ministère du budget,
Ce qui voudrait dire que nous sommes infiltrés, non pas seulement dans l'armée, mais au sein de l'administration. Mais il faut mettre des mécanismes qui nous permettront d'identifier réellement, chose qui n'est pas facile. Il y a une première tentative ici. Mais pourquoi a-t-on arrêté? Ça, on ne se pose pas de questions. Certains citoyens congolais ont déjà des cartes d'identité, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, certains membres de... Non, mais c'est ça. Il y a eu une démarche qui a commencé. Pourquoi a-t-on arrêté? Ça, c'est un problème. Avec une firme étrangère, Voilà. je vous informe que plusieurs Congolais sont déjà détenteurs de cette carte nationale. Mais voilà pourquoi nous La disons... carte nationale. Voilà Jamais pourquoi été nous disons officialisé. qu'il y a un problème. Nous n'avons pas encore une entreprise spécialisée en la matière. Et vous dites que les Congolais, certains des Congolais étaient déjà détenteurs de cette carte-là. C'est qu'il y a déjà un problème. Non, ils sont passés par... Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? La Non, voie, non, la j'ai voie dit légale. qu'il y a... Non, mais s'ils sont arrivés par la voie légale, posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ces résultats-là, qu'on ait stoppé le processus. C'est qu'il y a un problème. Nous disons que nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Allons-nous faire plaisir pour le plaisir de le faire, délivrer des cartes d'identité, ou nous devons nous rassurer que seuls les Congolais aient cette carte d'identité? Ce sont des questions que nous devions nous poser. Parce qu'on dit, organiser, nous sommes en train de réorganiser l'État. L'État, l'impérium, comme vous avez dit, il a parlé de... il a dit, le terme qu'il a utilisé, c'était Le la pouvoir puissance public. publique Voilà. de l'État. Pour l'avoir, il faut d'abord vous organiser. Qu'avions-nous comme armée si aujourd'hui presque tous les généraux sont à la solde de l'ennemi? Qu'avions-nous? Et l'impérium est exercé... Pas tous les généraux. J'ai dit Il y a des presque patriotes. tous les Congolais, tous les généraux sont à la solde de l'ennemi. Je ne dis pas tous les généraux. Il y en a de ceux qui sont restés. Il y a un autre. On ne le dit pas trop. Il a dit, mon travail c'est de protéger le président de la République. Et si j'ai failli, qu'on tue même ma famille. Il y a une lettre écrite. Voilà le dévouement qu'on a vis-à-vis de la République parce que le président de la République c'est une institution. Et je me réjouis, il y a un autre colonel qui est à côté du président Tshisekedi qui est toujours avec lui, qu'on a indexé, qui a été avec Joseph Kabila, ainsi de suite. On a indexé plus d'une fois. Mais il est resté loyal par rapport à la République. C'est-à-dire qu'au sein de l'armée, nous avons Josué, le colonel Josué qui est toujours avec le président de la République. Et donc, ce qui voudrait dire que nous avons des Congolais qui, eux, c'est la patrie. Voilà. La preuve en est que nous sommes ici. Je ne me retrouve pas en tant que ministre. Mais je continue d'ailleurs, je arbore mon appartenance politique. Mais je continue encore à défendre la cause républicaine. Et donc, le Vous ne Congolais vous retrouvez pas autrement. je ne suis pas dans les institutions. Caréminier, dans les lois là-bas. Je veux en venir. Dans le Katanga. J'étais là. J'étais là en train de... Sengamine à l'Amiba. Lorsqu'on Vous ne pose vous beaucoup retrouvez de pas questions. autrement. Non, je me retrouve lorsqu'on prend une décision comme celle de la gratuité de l'enseignement, par exemple. Mes enfants, ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Mes enfants, mes petits-enfants vont en profiter. On parle de la couverture santé universelle, par exemple. Et donc, de l'autre côté, lorsqu'on Est-ce que dit- les partenaires de sont l'autre payés? côté, de l'autre côté, lorsqu'on dit... Mais c'est tout Monsieur un Mpinda, processus. Les est-ce que faiblesses, il y en a. les Vous voulez un par- partenaires vous voulez un- sont-ils payés? Vous voulez un pays Les parfait. formations hospitalières reçoivent-elles subvention. la subvention promise par dans le cadre des engagements avec l'État? Vous avez dit qu'il venait de la France. Je pose cette question de savoir si 5 années ici passées, la France n'a pas connu de grève. On en connaît, ils en ont connu. Les pays qui sont beaucoup plus avancés que le nôtre en ont connu. C'est tout un processus, nous avons beaucoup de problèmes. Et à côté de tous ces problèmes, nous avons causé des problèmes de détournement qu'il faut combattre. Nous avons de réels problèmes qu'il faut combattre. Nous Ça, c'est devons honnête. arrêter d'être subjectifs. Ça, c'est honnête. Nous devons être objectifs parce que nous parlons de la République. Nous allons amasser, excusez-moi, nous allons amasser de l'argent, nous allons vivre aisément. Mais demain, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Justement. Il faut maintenant construire la République. Pour construire la République, il faut d'abord voir l'intérêt général et non pas l'individualisme. Arrivera à un moment donné, nous assumerons ces fonctions, mais pour le moment, lorsque les autres agissent bien, je voudrais chuter parce que je sens que vous devez déjà m'arracher la parole, je voudrais chuter par cette question de la jeune dame ici, Coutinho, qui est... Grâce. qui est À la jeunesse. qui est à la jeunesse. La question que je pose est celle de savoir qu'est-ce qu'on sait d'elle. On ne sait rien d'elle. Voilà. Ok. Mais cette critique que nous faisons sur elle, elle n'a pas sa raison d'être. On la critique parce qu'on n'est pas là, ou on la critique parce qu'on passe par qu'elle soit à la hauteur. Nul ne sait réellement ce qu'elle peut produire. Lorsqu'on dit elle n'a pas d'expérience de gestion, je me suis posé la question de savoir, est-ce que la gestion, elle est celle politique ou la gestion tout court? Parce qu'elle gère déjà une église. C'est-à-dire qu'elle a déjà des capacités de gérer, excusez-moi, elle a des capacités de gérer une organisation. Et cette organisation, elle est compliquée, quand les églises et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Moi, j'ai vu une critique.
Les gens vont en train de la montrer, en train de jouer à la guitare, à la drum, batterie. donnant à la batterie, Oui. donnant l'impression que c'est tout ce qu'elle savait faire. Et pourtant, là, elle est en train d'exalter Dieu. Je m'attendais qu'on montre même un sex-step d'elle. On ne l'a pas montré. Qu'on la montre en courte jupe, on ne le fait pas. Mais c'est déjà quelqu'un qui a des valeurs qui peuvent permettre de mettre à la disposition de la jeunesse. On a cette jeunesse ici qui est ballottée par le prétendument homme de Dieu, que nous voyons dans les scandales, ça et là, ainsi de suite, tout ça. Mais vous avez quelqu'un qui peut être encadré de manière à produire, à donner les meilleurs d'elle-même. Les actions qu'elle prendra, ces actions vont servir à tout le monde. Vous n'êtes pas établi juge des hommes des dieux ou des serviteurs de Dieu. Attention, la parole de Dieu nous établit juge parce qu'elle nous demande d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Examiner les Écritures. Juge. Les Écritures, ce que disent les hommes. Voilà. Je pose Et alors, la parole de Dieu, nous donnant les outils d'examen, dit que tout homme de Dieu doit être irréprochable. Les évêques doivent être irréprochables. Et lorsque ces hommes-là ne sont pas irréprochables, c'est un problème. Vous ne pensiez pas avoir à quelqu'un qui parlerait de la parole de Dieu. Voilà, nous allons... Mon rôle, c'est de poser des questions et puis replanter le contexte, relancer le partage républicain au milieu des aigles. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas ouvert un autre front avec la décision de retrait des carrés miniers ou des permis d'exploitation? Cette décision, vous voyez que il y a beaucoup dans la Grèce du bois qu'on ne connaissait pas, alors que le bois s'empiffrait davantage. Personne n'avait éventré ce bois. Et dans le contexte actuel, où Kabila avait sollicité une réunion des opposants au Sénégal, le Sénégal a refusé. Maintenant, c'est le Kenya. L'Afrique du Sud a refusé. Oui, alors... le Kenya a accepté, je crois. Est-ce qu'il n'ouvre pas un autre front au moment où il prône la cohésion à l'interne? Est-ce qu'il n'ouvre pas un autre front? Parce que ces gens, ce sont des gens sans cœur. Avec ce qu'il vient de faire, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer un autre front contre lui sans merci? Non, non, je crois bien que nous devrions soutenir le président Tshisekedi. À dire qu'ils ouvrent un autre front, ce ne serait pas vrai, parce que le front existe déjà. Regardez les prises de position de Ruto, prenez le prise de position de Thabo Mbeki. Ils sont déjà dans cette logique-là. C'est-à-dire que le prétexte, ils disent, en fait, pour eux, il faut que l'on continue tel quel pour qu'ils puissent continuer à mettre en difficulté la République. Et donc, ici, je salue la position du gouvernement sénégalais, je salue aussi la position du gouvernement, comment dire, sud-africain, et ainsi de suite, qui ont dit non. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas recevoir un ancien président poursuivi par son pays sur leur sol. Et donc, je pense que la conscience est là, africaine. C'est ce que nous voulons, les panafricanismes. Voilà. Les panafricanismes, ce n'est pas seulement dire occidentaux c'est ci, occidentaux c'est là, les panafricanismes, mais c'est aussi un comportement qui tend à préserver l'intérêt principal des Africains. Et ici, nous pensons que le champion, vous l'avez dit, champion de la féminité, mais plutôt, moi je dirais, de la masculinité positive, le champion du bien-être de Congolais, du panafricanisme, Tshisekedi fait bien son travail. Alors, Faustin, c'est maintenant à vous, à votre prise de parole. Nous allons évoluer pour prendre l'autre aspect, les sanctions prises contre un groupe armé. Mais Washington n'a pas sanctionné le M23 ni AFC, qui tue tous les jours et massacre tous les jours. Alors, ça étonne plus d'une personne. Faustin, nous sommes avec vous d'abord pour la suite du débat. Enfin, avant d'en venir à votre question, je souhaitais réagir aux prises de parole que j'ai entendues tout à l'heure, religieusement d'ailleurs. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on soit dans une république, parce qu'on nous a dit qu'il fallait parler république. Il ne faut pas qu'on puisse être dans une république où la seule qualité d'un ministre, c'est être enfant d'eux. Si sur ces plateaux, par exemple, on serait tous dans une position où la seule qualité qui arrive en avant quand on parle de Madame Grace Coutinho, c'est juste parce qu'elle porte le nom Coutinho et on dit qu'elle est qualifiée parce que son père aurait mené un combat. On se demande si ce combat a été mené dans quelle position. Quelques prises de parole lors des prédications les dimanches, on appelle ça un combat. Mais en même temps, il faudrait considérer que... Mais son père a beaucoup milité. Non, mais écoutez, vous pensez que la qualification, vous êtes compétent parce que votre père a milité?
Vous le pensez réellement? Si c'était le cas, on aurait compris que le président de la République, fils du Sphinx, allait être beaucoup plus républicain. Or, qu'il n'est pas républicain du tout. Il a cherché à toucher à la Constitution. Donc, de son vivant, son père aurait dit « Ah, mais mon fils, pourquoi tu es en train de demander à ce qu'on puisse changer la Constitution ?» Être républicain et Maître Mpinda est très bien informé, il est avocat. Ce qui tient la République, c'est la loi fondamentale. On ne peut pas parler de la nation de la République sans parler de la Constitution. La République, c'est une construction. C'est une volonté commune du vivre ensemble. Et le vivre ensemble est consacré dans sa Constitution. On est républicain ou prétendument républicain. On est en train de mener une démarche politique qui divise la République. Et vous pensez que vous allez défendre un acteur, un ministre, ça devrait être honteux d'affirmer que parce qu'il est fils de quelqu'un qui aurait mené les combats, et on aurait une crédibilité. Vous pensez? Et donc vous estimez que parce qu'on a géré une entité privée, on aurait des qualifications pour aller agir au sommet de l'État. Il y a De Gaulle qui disait « ceux qui doivent être devant doivent être les meilleurs d'entre nous ». Est-ce que les meilleurs d'entre nous? Vous pensez? Et moi, je crois même, dans les pépinières de l'IDPS, même si, pour ce qu'on peut voir, il n'y a pas toujours des qualités qu'on peut mettre en avant, mais il y a quand même des jeunes qui pouvaient se retrouver sur ces postes-là. Ils ont un combat, ils ont un parcours politique. Vous savez, vous êtes informés mieux que moi, peut-être, que l'environnement politique, c'est un environnement où seuls les intérêts comptent, seule la qualité et la capacité d'agir comptent. Vous avez un acteur. La République, elle, ne compte pas. Mais écoutez, il n'y a aucune politique qui peut se faire sans la République. La République, c'est les tapis sur lesquels il faut baser les actions ou les praxis politiques. On ne peut pas agir efficacement en politique sans tenir compte de la République. Nous, on tient compte de la République. C'est comme ça qu'à son temps, nous avons dit non au changement de la Constitution. Aujourd'hui, c'est lui qui mettra en avant une question comme celle du changement de la Constitution. Il agira contre la République. Et on ne peut pas prétendre être républicain et pousser les Congolais à accepter une certaine légèreté au sommet de l'État. Être ministre doit être honoreux. Mais vous imaginez, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous avez personnellement contre Grace Koutinou? Non, mais ce n'est pas une question personnelle. C'est une façon de la souhaiter bienvenue en politique. Alors, de manière, vous généralisez, alors que Mouzito est là, Anzouline est là, non, mais écoutez, Ngefa est là, et tant d'autres. Mais posez-vous la Kabamba est aux mines. Vous n'en parlez pas, vous ne parlez que de Grace Koutinou. Mais posez-vous la question. Oui. Pourquoi le gouvernement est sorti, mais le seul nom qui fait buzz, c'est celui de Grace Koutinou. Ce n'est pas de l'acharnement. Et c'est aussi une façon de lui dire bienvenue en politique. Et vous pensez que avoir l'exigence envers un acteur serait de l'acharnement ou avoir un problème personnel? Je la connais ni de près ni de loin. Et sauf sur les ondes. Et c'est pour vous dire quoi? L'image de la fragilité de l'État peut paraître par les choix des acteurs. S'il y a une fragilité, on peut le voir, on choisit tel acteur. Et c'est comme, il y a le dicton qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, moi, je peux dire, dis-moi qui le président choisit, je te dirai qui il est. Donc, vous comprenez, si on choisit des acteurs de mauvaise qualité, le dicton est clair. Donc, vous comprenez, ça ne relève pas d'une grave erreur de jugement? Non, pas du tout. Prendre ce dicton-là et puis... Pas du tout. Ceux qui nous suivent peuvent faire les liens. Vous savez pourquoi nous devons être rigoureux avec ceux qui gouvernent? Parce que la République ne se dirige pas avec les émotions ou la relativisation de tous les faits. Vous pensez? Il faut qu'il y ait une exigence de la qualité. Aujourd'hui, Maître Mpinda, qui est brillant, ceux qui nous suivent auront compris, il a du mal à défendre aujourd'hui la République. Et heureusement qu'il est resté loyal parce qu'il y a beaucoup qui auraient changé Kazakh. Lui, il est courageux, il reste proche de son parti. Je crois qu'il est sur la bonne voie. Vous êtes resté constant, loyal à Matata Ponyo, malgré tout ce qui a été étalé de sa gouvernance. C'était une façon de lui dire s'il est convaincu que c'est son immeuble du gouvernement, intelligent et tout de suite. Non, mais vous savez... Vous êtes resté loyal. Non, mais bien sûr, c'est louable de rester loyal envers ses convictions. Je respecte, il est resté loyal envers ses convictions. Même si son parti ne l'aide pas beaucoup dans le sens de la qualité de gouvernance interne. Donc, vous comprenez qu'il faut
qu'on puisse arriver au niveau où on s'est dit, la République, on veut mettre la République devant, il faut promouvoir les idées républicaines réellement. Pas juste les idées en termes de peinture et en termes de vendre une certaine idée. Et il faut être rigoureux avec les partis comme l'UDPS, parce que l'UDPS n'a pas droit à l'erreur. Après avoir mené des combats. Et moi, je pense même que si on est rigoureux dans ce pays, l'UDPS risque de ne pas atteindre les seuils en 2028. Voilà. Ce n'est pas une prophétie, mais ce sont des projections sur base des analyses. C'est normal. Qui n'engage que lui. Voilà, mais c'est lui qui parle. Voir qu'il en est la seule auteur. Michel, les sanctions, Washington prend des sanctions. Ça, c'est les trésors américains qui prennent des sanctions contre un groupe rebelle dans l'est du pays. Et le M23, ni AFC, personne n'est visé. Ni leurs dirigeants, ni eux-mêmes qui commettent des massacres. Et alors que ceux qui exploitent à Roubaïa, parce que c'est le volet économique, alors, ceux qui exploitent à Roubaïa, c'est le gouvernement, comment on appelle? C'est les occupants à travers le relais au pays M23 et AFC. On exploite et ça va au Rwanda. Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Bon, vous savez, la situation que traverse notre pays ces derniers temps, moi je pense que nous devons essayer de regarder les choses objectivement, hein, plutôt que de les regarder avec tendance bien déterminée, tantôt du pouvoir, tantôt de l'opposition, gauche-droite. Moi, quand je me mets un peu au-dessus de la mêlée pour essayer de regarder objectivement les choses, comment ça devait se passer dans notre pays, moi je pense que la première grosse erreur que notre République est en train de commettre, c'est de vouloir régler ces problèmes seulement avec les Américains ou seulement avec la position anglo-saxonne. Moi, je pense que c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que tout simplement que l'Amérique, au vrai sens figuré et propre du terme, ne va pas regarder les vrais intérêts de la République démocratique du Congo, mais va regarder beaucoup plus ce qui lui revient, lui, en tant qu'Amérique, et puis en tant que capacité internationale, ayant le regard direct sur tout ce qui est ressources que nous devons disposer ici dans notre pays. Vous savez, ce sont les démocrates qui ont démarré ces plans d'action, notamment en ce qui concerne l'ensemble de la demande de la transparence, dans le cadre de l'accord minier. Il y a aussi quelques républicains qui les appuient, et je pense que déjà, à leur niveau, ça c'est au niveau des États-Unis d'Amérique, à leur niveau c'est tout à fait normal et juste à ce qui concerne cette démarche. Mais en rapport avec le circuit qui a eu lieu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, moi je pense que cette question devait se poser au niveau des acteurs politiques de notre pays. Qu'est-ce qu'ils sont allés négocier à Washington auprès du président américain pour que le Rwanda soit parmi le pesanteur ou un pays dont nous savons que c'est un pays agressé, mais qui doit pouvoir bénéficier avec nous sur ce genre d'action de partage. Vous comprenez? C'est déjà quelque chose qui, pour moi, attire toute mon attention sur les indices qui ont eu lieu. Ce n'est pas par hasard qu'on va amener le Rwanda avec le Congo pour signer d'abord des accords, mais en même temps, le Rwanda, quand on regarde ces accords-là, les indices montrent clairement que non, il y a aussi le bénéficiaire qui est aussi le Rwanda. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des éléments qui doivent nous interpeller et nous montrer quelle ligne de conduite nous devons pouvoir tenir. Et moi, je pense, Fabien, demain, aujourd'hui ou demain, la République va nous donner raison sur un certain nombre de démarches ou de faisabilité que nous devons pouvoir dire ici sur le plateau. Je crois bien qu'il ne faut pas qu'on commette encore des erreurs. Si il y a la notion de la paix avec le Rwanda, que ce soit vrai et que ce soit dit clairement sous quel angle, ainsi de suite. Mais les combats ou la guerre qui démarre là-bas, est-ce que c'est entre le Rwanda et le Congo ou bien entre les Congolais? Tout ça, ce sont des paramètres pour lesquels nous devons observer et les dire clairement de façon que sur le plan de la luminosité des actes ou des actions qui doivent être posées, que les choses soient claires au niveau de la société civile, mais aussi au niveau de la République et des tendances politiques tout entières. Merci Michel Kitoko. Blaise,
ce sera votre dernière prise de parole. Vous avez suivi ce que Michel dit. Oui. Est-ce que le Rwanda directement va tirer bénéfice de l'exploitation des minerais? On sait qu'on exploite, nous tous, la centrale hydroélectrique de la Ruzizi. Ça a été conçu dans le cadre de la CPGL, la communauté économique des pays des Grands Lacs. Oui. Voilà. Donc, Depuis Mobutu, d'ailleurs. oui, depuis Mobutu. Son inquiétude, vous la partagez? Et puis, dites-nous, pourquoi on sanctionne un groupe armé et on ne sanctionne pas les terroristes qui sont reconnus par Washington que ce sont les terroristes? Bon, les sanctions, les buts des sanctions Parce qu'ils sont à Doha. du département de Trésor n'étaient pas pour sanctionner la M23. Ce ne sont pas des sanctions diplomatiques. C'est des sanctions pour, n'est-ce pas, freiner la chaîne des commerces illicites, pour la supprimer. C'est ce que Trump est allé dans ce sens-là. Parce qu'il a sanctionné, il a ciblé les compagnies qui exploitent dans Rubaya les coltans. Il y a un groupe armé qu'on appelle Parek Off. Vous avez déjà entendu parler? Oui. Parek Off. Ouais. Ces groupes-là, c'est les groupes-là qui, avec des fouets, qui fait travailler les gens légalement. Ces groupes-là qu'on a formés. Ces groupes, à son tour, traversent au Rwanda pour donner les minéraux à deux compagnies chinoises basées à Hong Kong. Alors, les Américains ont étudié les circuits des chaînes d'approvisionnement, comment est-ce que ces minéraux-là parviennent sur le marché des consommations internationales. Ils ont frappé les circuits. Et l'élément important, l'élément en commun avec l'AFC, le M23, c'est le Rwanda. Voilà. Ce qui voudrait dire qu'ils ont fait des études, ils ont analysé, ils ont arrivé à indexer et ils sanctionnent. C'est pas un fait du hasard. Et maintenant, C'est-à-dire M23... que oui. il a donné un élément important qui sont de vous être comme ça. Vous avez donné un élément important, ils sont à Doha. Il ne faut pas leur donner des excuses. C'est-à-dire que nous allons avec eux, nous arrachons l'accord. Eh bien, je prendrai mon temps de parole. Voilà. Terminé. C'est ça. Donc, plus tard, on en viendra au M23 au Rwanda après tout ce qui se passe à Doha là. Pour le moment, on veut ralentir les crimes et les violences. Je crois que quand ils frappent ces rebelles-là par la poche, ils auront peu de moyens pour s'approvisionner en armes, en munitions, pour commencer à commettre les crimes. Quand est-ce que mon compatriote a dit, les Rwandais peuvent profiter dans une transaction purement horizontale. Ce n'est pas vertical comme on extrait, les Rwandais transforment, les États-Unis achètent. Non, c'est pas comme ça. Les Rwandais auront aussi des profits, mais cette fois-ci, de manière légale. Les Rwandais profitent illégalement. Ils profitent beaucoup. Le profit du Rwanda va diminuer sensiblement. Voilà, ça va diminuer sensiblement. Pourquoi doit-il être acteur? Laissez-moi revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça va diminuer sensiblement. Ça va diminuer sensiblement. Le côté où le Rwanda profite va diminuer sensiblement. Parce que le Rwanda est allé convaincre le Qatar de construire les usines de transformation, disant que non, moi j'ai le coltan, puis il n'y en a pas. Le problème c'est que maintenant, Trump a compris que pour maintenant bien travailler avec la RDC, il faut arrêter la guerre. Actuellement, comme nous parlons là, Trump est en Alaska avec Poutine en train de parler de l'Ukraine. Donc là, ça formule lui comme gendarme du monde. Il trouve que pour que je coopère bien avec la RDC, d'ailleurs, les compagnies américaines se jettent à l'eau. Comme Bolmetto n'a pas entendu la signature du deal. Ils sont déjà là, ils signent des histoires, ils ont déjà donné leur position. Ils sont en train de recruter. Voilà, recruter même. Donc ça qui veut dire que les Américains ont compris que... Ils les recrutent déjà ici? Oui, il y a déjà un site sur lequel ils peuvent aller pour faire chercher les positions qui sont disponibles. Alors, je disais donc que ici, les Américains, je disais, bon, j'ai perdu mon fil d'idée, mais ne privilégient pas le Rwandais directement, en quelque sorte. C'est que, comme conséquence du décollage de la RDC, tous les pays profiteront, pas seulement le Rwanda, les Burundi, la Zambie, la Tanzanie, l'Angola, tous les pays profiteront d'un sens-là. Très bien. C'est votre dernière prise de parole. L'arrivée. Cette question, il est très attaché à la justice aussi. Ah oui. Bon, je vais carrément revenir un tout petit peu dans ce qu'il dit. Oui. Écoutez, nous devons faire la part de choses. Il y a la justice. Oui. Ouais. Nous devons faire la part de choses. Et Apprenons à les être juristes. correct avec nous-mêmes et honnête. Ok? Disons bien les choses. L'intervention du Qatar et des Américains est purement économique. Les Américains et les Qatar, disons le Qatar précisément, parce que les Américains n'en profitent pas de nos richesses à l'est de la République, il y a une chaîne d'approvisionnement qu'ils ne veulent pas, le Qatar, qu'ils ne veulent pas interrompre. Ça passe par chez eux. Ça passe par le Rwanda. Vous voyez ça? Ils nous laissent le temps de nous mettre en même posture que le Rwanda. Voilà d'ailleurs, ici pendant que nous parlons, 20 milliards sont venus ici déjà, avec le Qatar.
pour éventuellement avoir aussi des usines de raffinerie ici. Il y a déjà la liquidité. Mais ils sont venus depuis hier, avant-hier, ils sont Donc, déjà à Kinshasa. ils ont amené négocient. la liquidité. Les princes saoudiens, Les cousins du prince. pour toi. Les cousins du Pardon? prince. C'est pas Les pour le cousins cousin du du prince. prince pour qui eux. est pratiquement son bras droit est ici pour ça. Je voudrais, lorsqu'il dit c'est pour eux, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit, les Américains là sont pour leurs intérêts. Mais effectivement, les Américains sont en RD Congo pour leurs intérêts. Mais cependant, nous ne devrions pas faire ce qu'il fait. Nous devrions nous poser la question de savoir quelle posture nous prenons pour préserver nos intérêts. Alors, C'est ça la question. les millions de Excusez-moi, s'il vous Congolais plaît. qui meurent pour le Qatar, ça ne leur dit ça ne lui dit Ça, rien. c'est votre point de C'est vue. l'enfer, Vous savez- l'enfer Non, des droits non. de l'homme, Non, le non. Moyen-Orient. Non, non, Alors, non, vous, non. vous allez faites accueillir pareille les lecture. milliers. Vous faites pareil lecture. Je suis en train de faites vous pareil- amener à parler. Non, non. Vous faites pareil Je lecture. vous pousse à parler. Vous me poussez à parler. Oui. Avec pareille lecture, nous allons droit au mur. Les relations entre États, ce ne sont pas des relations d'émotion. Ce n'est pas, comme on dit, de cœur. Non, pas du tout. Ce sont des relations d'intérêt. Je vous ai dit récemment ici, le Congo-Brazzaville ici, qui est même marié à une Congolaise. Mais vous avez fait venir le chargé d'affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont accueilli chez eux quelqu'un qui préservait les intérêts, les carrés miniers. Et donc, si nous allons dans la logique émotionnelle, nous risquerons de nous perdre. Les Américains sont en République démocratique du Congo pour leurs intérêts. Et nous, en ce qui nous concerne, nous devrions réfléchir sur ce que nous échangeons avec les Américains. Voilà pourquoi, lorsque le deal sera là, qui n'est pas encore là, lorsqu'il sera là, lorsqu'il sera signé, nous allons l'analyser, nous allons nous rendre compte de ce que le président Tshisekedi a dit, qu'il ne céderait pas ou il ne va pas brader les richesses de la République. Je réponds vite fait, 30 secondes, je réponds. Je ne sais pas quelle lecture que vous avez de la République. Lorsque vous dites, quand on est républicain, on ne change pas de constitution, mais c'est faux. Parce que nous en sommes à notre 3e constitution, nous parlons de la 3e République. Et changer de constitution, surtout une constitution qui s'adapte aux réalités de notre pays, il a sorti un élément. En répondant, il a sorti un élément. Il dit, c'est le programme du gouvernement qui est présenté à l'Assemblée nationale. Mais faux. Ce programme du gouvernement, il est à la fois de l'exécutif et du gouvernement. Et le gouvernement en endosse parce que le président est irresponsable. Et ce sont des problèmes que nous avons ici parce que nous attendons dans la rue que le président de la République résolve le problème des populations. Mais comment voulez-vous être républicain dans un cadre juridique qui ne correspond pas à vos problèmes? Merci. Et vous voulez résoudre Merci le problème Richard. des Congolais. Merci Et donc, Richard pour la votre difficulté conclusion. étant celle-là, Oui. je suis partisan du changement de la Constitution. J'ai été d'ailleurs au centre Nganda pour déjà préparer quelque chose. Et je continuerai à défendre valablement cette position. Est-ce que ce n'est pas ce projet de la révision constitutionnelle ou du changement avec comment vous appelez ça, cette frappe avec le retrait des carrés miniers, est-ce que ça ne va pas plonger ce régime dans les difficultés? Je C'est une crois question, que les on pourra en parler. difficultés, nous Michel, les avons déjà, Michel, mais justice. chaque citoyen congolais doit s'assumer et rejoindre la position républicaine, c'est-à-dire le bon côté de l'histoire, de manière que tous ensemble, nous puissions défendre valablement cette République. Ceux qui ne mangent pas, ils pensent que ce n'est pas leur affaire. Moi, je ne mange Non, pas, je ça pense va que c'est barder. mon affaire. Voilà, Ou Michel. que disons que je ne mange pas. Michel, Mais je pense que c'est justice, mon affaire. il y a Nguefa à la justice, l'homme de la thérapie, oui, la thérapie de choc. Il est jugé devant la Cour des cassations. Il est en choc. Son verdict est très attendu le 27. Alors, Nguefa, vous êtes partisan de la justice. Il ne faut pas qu'on oublie le sang qui a coulé. Est-ce que vous avez l'espoir qu'il va être comme Moutamba? Non, moi, ce n'est pas question d'être comme Moutamba. Moi, je garde toujours cet esprit de neutralité qui permet à ce que, s'il y a une bonne justice dans notre pays, que tout Congolais puisse être regardant et puis en même temps être bénéficiaire de cette même justice. Pourquoi? Parce que si il y a une bonne justice, ça va faire éviter à ceux qui commettent des crimes ou des actions négatives contre leurs compatriotes ou contre la République d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Mais au moins que cette justice soit une justice nationale qui s'applique dans tous les recoins de la République. Merci. Vous comprenez? Ce n'est pas une justice seulement qui est basée juste ici à Kinshasa. Nous sommes ici dans une république dont vous savez la capacité réelle de la grandeur de notre pays.
aller au village si quelqu'un commettait le même acte que quelqu'un qui est ici à Kinshasa, qui est pris par la justice, il sera jugé comme il se doit. Voilà pourquoi je dis, nous devons travailler sur la refondation de la République et d'un État qui s'établit un peu partout, sur toute l'étendue de la République. Voilà. Faustin, c'est vous qui clôturez. La justice avec l'arrivée d'Ngefa, sûrement que vous le connaissez, ou vous avez appris de lui, un choix, qu'il soit opéré de manière judicieuse ou non. Est-ce que vous avez l'espoir, vous qui criez, qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, c'est une justice à double vitesse? Pas seulement moi. En commençant par le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je tiens à préciser qu'il ne sera plus président en 2028. Vous savez qu'il a déclaré la justice malade. Ce n'est pas moi. Il a dit la justice est malade. Puisque la justice est malade, il a estimé qu'il fallait un médecin, Moutamba. Aujourd'hui, il se retrouve face à une justice malade et jugé par une justice malade. Les médecins qui se retrouvent devant un malade, ils se demandent comment je vais faire. Donc c'est pour vous dire que nous sommes plongés dans une situation très compliquée. Et tout ce qu'on voit comme jurisprudence qui vont fragiliser l'arsenal juridique et rajouter de la maladie sur la maladie de la justice, ça sera très compliqué pour l'actuel ministre, même si on sait qu'il a une certaine expérience dans la gestion des droits humains. Sur ces points-là, je pense que la Constitution de 2006 est beaucoup plus évoluée. Sur cette partie-là, le titre 2 de la Constitution consacre beaucoup des dispositifs qui permettent à ce que les libertés des personnes et de leurs biens puissent être gérées correctement. Donc je pourrais, sur les prochaines émissions, parce que je pense que sur les prochaines émissions, on pourra plus s'atteler sur cette question-là. Il faut, sur la question de la justice, interroger les causes profondes. D'où la nécessité d'un dialogue entre les Congolais pour interroger les causes profondes. Il y a eu les états généraux de la justice. C'était les états caporaux généraux. Voilà, il y a eu des états généraux de la justice. Je pense tous ces problèmes ont été abordés. Je ne pense pas que ces problèmes ont été abordés. Si tel était le cas, Matata Pomapon ne serait pas condamné. Oh là là. Donc si par exemple, donc, vous aussi, si par exemple, nous terminons. Nous terminons. Oui. Si vous me laissez évoluer, nous allons terminer tranquillement. Il ne faudrait pas avoir peur d'aborder de cette question. Si vous êtes choqué parce que je l'ai dit, ça veut dire que la justice est un problème. Maître Pinda est avocat. Ouais, excusez-moi, il est avocat. Et c'est très bien que notre loi ne permet pas qu'on puisse condamner un Congolais aux travaux forcés. Parce que les travaux forcés, par rapport aux arsenals juridiques qu'on a ratifiés, on ne peut pas condamner un Congolais aux travaux forcés parce que ça sera inapplicable. Que dit aussi la loi, s'il vous plaît, pour un Congolais qui n'a pas justifié l'utilisation des millions et des millions de Congolais, alors que les damnés de la terre souffrent dans nos villages et partout. Avant d'arriver là-bas, vous voyez pourquoi on a besoin d'un dialogue? C'est pour ça. Merci. Merci Michel Kitoko, merci Richard Mpinda, merci Blaise Mukenge, que j'appelle Blaise Moussanka. Alors, merci Faustin Chimanga. Grâce à Célestin Kalombo à la prise de vue, grâce à Juscelin Makuiza et Valdi Makavanga, nous avons été chez vous avec la même facilité. Nous vous retrouvons. Suivez ce magazine sur nos plateformes, sur la toile, et également en rediffusion. Ça sera ce samedi à 9 h et dimanche à la même heure et dans d'autres rediffusions avec le même plaisir. Portez-vous très bien. Au revoir.